Bonjour et bienvenue sur le premier live de la chaîne Twitch avec les étudiants du département de maïeutique de l'Université de Montpellier, faculté de médecine. Alors on va commencer déjà par se présenter. Moi je suis Sarah Levigourou, je suis la chargée de mission au sein de l'Université de Nîmes concernant la santé et le bien-être, notamment des étudiants. Et du coup, si vous voulez bien commencer, par exemple Maëlys. Moi, je m'appelle Maëlys et je suis en dernière année d'école de sage-femme. Et avec moi, pareil, ils sont en dernière année aussi. Je vais les laisser dire leur prénom. Donc moi, c'est Flore. Et moi, c'est Hugo. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus faire cette présentation de vos formations et votre futur métier, qui, du coup, je suis sûre, sera très intéressant pour les étudiants de mieux connaître les dessous de c'est quoi être sage-femme. Alors d'ailleurs, on va peut-être commencer par une première question, parce que sage-femme, c'est vrai que ça fait le nom d'un métier plutôt féminin. Et nous avons Hugo. Ouais. Alors, est-ce qu'on dit sage-femme aussi pour un homme ? Alors, on dit sage-femme pour un homme, on dit pas sage-homme, parce que tout simplement, quand on parle du mot sage-femme, le mot femme fait référence à la femme qui accouche. Et je parle sexuellement parlant, je sais pas de mégenrage ou ça. Mais oui, du coup, on dit bien sage-femme pour un homme. Et on peut aussi dire maïeuticien, qui est un terme plus scientifique. C'est vrai que maïeuticien, c'est un petit peu moins facile à dire. Ouais. Très bien. Donc du coup, sage-femme, c'est surtout l'idée que c'est les personnes qui s'occupent des femmes. C'est ça, c'est le savoir de la femme. C'est le savoir de la femme. Ok. Et donc vous êtes de futurs sachants des femmes. Exactement. On peut dire beau, excellent. comme ça. Alors, du coup, c'est quoi être sage-femme en tant que métier ? Alors, être sage-femme en tant que métier, déjà, il faut savoir que c'est une profession médicale. Donc, les sages-femmes, elles ont leur indépendance complètement sur la prise en charge de leurs patients. Et leurs patients, c'est qui ? C'est des femmes. Parce qu'une sage-femme, c'est une spécialiste de la femme. Ça veut dire qu'elle va la prendre en charge, généralement, de son adolescence jusqu'à la ménopause. Tant qu'elle est en bonne santé, seulement la sage-femme peut la prendre en charge. Et elle pourra même la prendre en charge après sa ménopause, en fonction de ce qu'il y a à faire. Et dès que ça sort de son champ de compétences, elle est obligée de l'envoyer vers un spécialiste. Très bien. Alors du coup, on comprend qu'effectivement, vous allez intervenir finalement à une grande partie de vie de ces femmes, de l'adolescence jusqu'à la ménopause. Du coup, par rapport au champ de compétences dont vous avez parlé, c'est quoi le champ de compétences de la sage-femme ou du sage-femme ? Déjà, la sage-femme, elle agit sur plusieurs rôles. Déjà, la santé gynécologique. Ok. Quand je parle de santé gynécologique, je parle pas forcément du vagin ou de l'utérus. Il y a aussi tout ce qui touche à la poitrine des femmes. Donc, faut savoir que si une femme a des nodules au niveau de la poitrine... Alors, c'est quoi un nodule ? Un nodule, c'est... Alors, plus grossièrement, c'est une petite boule. Une petite boule. Une petite boule, voilà. Ok. Donc, si jamais une femme sent une petite boule au niveau de la poitrine qu'elle n'avait pas avant, elle peut aller consulter une sage-femme avant de consulter un gynécologue. Ok. Et la sage-femme peut effectivement faire de la palpation et rediriger la femme s'il y a un problème. Ok. Et la sage-femme peut travailler dans plusieurs endroits différents, comme l'hôpital ou en libéral. D'accord. Alors là, Hugo, il a abordé surtout le côté gynécologique. Mais effectivement, une sage-femme, ça ne fait pas que ça. Dans la gynéco, il y a tout ce qui est symptômes. Il y a aussi de la contraception. Et après, c'est beaucoup plus connu, tout ce qui est axé autour de la grossesse, du suivi, suivi de grossesse. Une fois qu'elle a accouché, de la rééducation du périnée, voilà, c'est revenu. Et tout ce qu'on vient de dire là, c'est souvent en libéral. Et après, elle exerce aussi en hospitalier une sage-femme. Et là, c'est des missions complètement différentes. Donc, en fonction de son lieu d'exercice, donc vous avez parlé de l'hôpital, du libéral, les activités d'exercice vont être différentes. Totalement. Oui. Faut savoir qu'à l'hôpital, une sage-femme, elle peut faire du bloc, donc une salle de naissance. Okay. Donc bloc opératoire ? Non, pas bloc opératoire. Plutôt c'est bloc obstétrical. Très bien. Voilà. C'est pour faire les accouchements, le suivi du travail, et aussi les consultations en fin de grossesse où les dames sentent des contractions, mais c'est pas forcément l'accouchement qui arrive. D'accord. Les pertes de sang, la rupture de la poche des os. Voilà. Mais il y a aussi beaucoup d'autres activités qu'on connaît pas de la sage-femme entre guillemets. Alors quoi par exemple ? Par exemple, il faut savoir qu'une sage-femme est habilitée à faire de la vaccination. Elle peut Effectivement. faire les échographies obstétricales. Si elle se fait former en échographie, elle peut faire du suivi de nouveau-né à la maison
Donc tout ce qui concerne son poids, l'alimentation avec les premiers mois avec le lait, puis elle peut introduire la diversification alimentaire. Elle est aussi capable de réaliser des interruptions volontaires de grossesse, donc s'il y a une grossesse qui est non désirée. Il faut savoir que quand nous, on a fini notre cursus parce que nous sommes formés pour être sage-femme générale, mais à l'issue de notre cursus, on peut se faire des diplômes complémentaires en fait, pour orienter nos spécialités. Donc on peut s'intéresser à la sexologie, à la diététique, la nutrition, les addictions, et en fait différents domaines en fait totalement différents. Bah, effectivement, je comprends bien si vous avez, même s'il y a un champ de compétences spécifique, il y a tellement une diversité de profils et de demandes liées à votre métier que des spécialisations post-formation peuvent être tout à fait... Il y en a plein. Il y en a plein. Plein. Super. Alors, par exemple, je voudrais revenir sur des éléments que vous avez présentés, Flore, sur les tâches que peuvent réaliser des sages-femmes qui pourraient peut-être plus intéresser nos étudiants parce que les étudiants sont une population plutôt jeune et c'est vrai que même si on a de plus en plus d'étudiants par an, ça reste pas la majorité des personnes que l'on accueille à l'université. Et vous avez par exemple parlé de la vaccination et qu'en même temps c'est donc là est-ce que c'est des vaccinations qui sont spécifiques par exemple à une population féminine? On a par exemple des vaccins contre le cancer du col de l'utérus, et auquel cas ça ne porte que sur ces vaccins-là, ou en fait finalement à tous les vaccins, et finalement du coup pas que chez les femmes, mais ça pourrait aussi, les sages-femmes pourraient aussi vacciner des hommes? Alors ça va être restreint. Effectivement, ce que vous dites, une sage-femme, elle vaccine pas tous les hommes, et elle va pouvoir vacciner par exemple le conjoint d'une dame qui est enceinte sur le début de la grossesse ou même avant en prévention. D'accord. Mais à l'heure actuelle, un étudiant qui est à la fac ici et qui aimerait se faire vacciner, je sais pas moi, pour le Covid, il ira pas sonner chez une sage-femme. Il ira pas sonner. Plutôt chez son médecin. Voilà. Alors du coup, j'en profite pour les étudiants qui nous écoutent. Si vous souhaitez vous faire vacciner, sachez que le médecin de l'université, si vous arrivez avec votre vaccin, peut vous vacciner. Petite information complémentaire, j'en profite. Puisque je sais qu'il a eu la question, donc comme ça permettra peut-être de répondre à plus grand nombre. Alors, peut-être on peut continuer un petit peu à discuter, parce que pour l'instant, je n'ai pas l'impression que dans le chat, il y ait beaucoup de questions. Où est-ce qu'on peut... Alors, vous, actuellement, là, en tant qu'étudiant, parce que vous venez présenter, mais vous n'êtes pas là que dans le cadre de la présentation, où est-ce qu'on peut venir vous rencontrer? Là, il me semble qu'on a bientôt fini notre intervention du semestre. Ok. Donc, en général, on était là tous les jeudis, après-midi en général. Et on a un petit stand. Vous pouvez nous voir, vous nous voyez généralement à côté du stand avec les astro-étudiantes qui organisent des soirées le plus souvent. À côté de la cafétéria. À côté de la cafétéria, dans la cour. Donc, sur vos bancs. Sur vos bancs. Sur la fac de vos bancs. C'est vrai. Effectivement. Et du coup, on est tous les jeudis et vous pouvez venir parler avec nous de tout ce qui est prévention sexuelle, consultation, de problèmes. Si vous avez des questions par rapport à la contraception, n'importe quoi. On a des petites cartes aussi qui abordent plein de sujets comme les addictions, la contraception. Et ça permet d'avoir un petit... Des numéros de référence si vous avez besoin d'aide. Il faut savoir aussi que notre département de sage-femme a un compte Instagram qui s'appelle CNESF. Et si vous avez la moindre question, en fait, vous pouvez leur poser directement à eux. Et ils seront ravis de vous répondre. Des fois, ils font de la promotion sur certains thèmes particuliers, sur l'alimentation et la grossesse, et en fait, des sujets d'actualité. Et ils existent sur l'Instagram. Je crois que ça n'a pas été dit. Voilà, comme ça, et on reviendra aussi à partir de mars, il me semble. Ça sera un autre groupe qui viendra. Et du coup, tous les jeudis, pareil, un groupe d'étudiants qui sera là. 2, 3, 4 étudiants. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment super, ce partenariat qu'il y a avec l'école de sage-femme, qui est là depuis quelques années maintenant, que ça se répète, de faire ces permanences, de rendre accessible du coup vos savoirs et savoir-faire de femmes pour pouvoir sensibiliser, répondre à des questions des étudiants
Parce que c'est vrai que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui doivent vraiment savoir ce que c'est. Et puis, il n'y en a pas beaucoup qui osent aussi. Ouais. J'en profite du coup pour faire passer le petit message. Pour nos prochains qui vont venir et qui vont tenir le stand, il faut surtout pas hésiter à venir poser une question s'il y en a une. Et même si on n'ose pas en parler directement parce que c'est dans la cour, qu'il y a les copains, très souvent on a une petite boîte à questions et c'est très simple, on glisse juste le papier dedans et nous on vous y répond en laissant un mot et en laissant un cahier qui est au SSU, donc directement dans votre fac à Vauban. Et après, vous pouvez consulter les réponses de façon anonyme, sans forcément nous demander directement si on n'ose pas. Donc nous, sur notre intervention, on n'en a pas beaucoup eu. Donc si ça intéresse, je fais passer le message aussi. Et je tiens à dire aussi qu'il y a un espèce de secret médical. Si jamais vous nous posez des questions, on n'ira pas répéter que telle ou telle personne nous a parlé de tel sujet. C'est complètement anonyme. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est bien de le préciser également parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une timidité à parler de ce sujet-là. Alors juste, je précise parce que c'est vrai que le service de santé universitaire de l'Université de Nîmes a déménagé cette année et peut-être tout le monde n'est pas au courant, mais actuellement, le SSU est sur la pinède du site Vauban à l'Université de Nîmes et vous y retrouvez le médecin, l'infirmière, 3 psychologues, une nutritionniste, une professionnelle spécialisée en addiction et, depuis peu, une gynécologue. Donc, tous les renseignements sont disponibles sur le site Unim Santé, dédié au service de santé universitaire, et vous pouvez prendre directement rendez-vous avec les professionnels du SSU. Est-ce que, si vous voulez bien qu'on continue, vous, donc, même si vous êtes actuellement en formation, vous arrivez à la fin de votre formation, vous avez déjà peut-être un petit peu fait quelques stages. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre formation ? Comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui et comment ça va se poursuivre sur la suite ? Alors ouais, c'est une très très longue histoire. Alors la version courte. Alors, faut savoir que nous, on est passé par un système qui, plus même maintenant, on est passé par la PACES, donc première année commune d'études de santé. C'était un concours avec numerus clausus. Voilà. Maintenant, c'était réformé. Il y a 2 voies pour atteindre la formation de sage-femme. Donc, il y a la première, c'est la PASS, donc c'est un peu la nouvelle PACES. C'est-à-dire qu'il faut aller à la faculté de médecine. C'est une année d'études. Donc c'est une licence, une année de première licence, il me semble qu'on dit. Et donc là, on a ce qu'on appelle la majeure santé, donc les cours de médecine, et le mineur, qui peut être une autre filière, enfin qui serait une autre filière. Donc en général, il y a droit, il y a de la bio, physique, toutes les psycho aussi. Oui. Et le but, c'est de finir la première année, de valider le concours, si c'est possible, donc accéder directement à la deuxième année de médecine, de sage-femme, de kiné, de dentaire ou de sage-femme. Et voilà, si jamais on la rate, on peut accéder directement à la mineure qu'on a faite. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai fait une mineure droit, et que j'ai validé mon mineure droit, bien sûr, je peux atterrir en deuxième année de droit à l'Université de Nîmes. Okay. La deuxième solution, c'est de passer par une LAS. Cette LAS, en gros, c'est une licence 1 dans une fac, n'importe laquelle, donc à Nîmes par exemple, faire du droit, faire de la psycho, faire de la socio, tout ça. Et derrière, on a une espèce de matière qu'on appelle la mineure santé. Et donc là, du coup, on a tous les cours qu'on a en première année de médecine, de façon allégée. Et à la fin de l'année, les gens qui auront les meilleures notes seront pris en deuxième année de médecine, de dentaire, de kiné. C'est une réforme. Ça n'a pas l'air très simple. Ouais, c'est une réforme qui date d'il n'y a pas longtemps et même les étudiants du coup qui sont les premiers cette année à y être, c'est un peu compliqué pour eux. Donc pour nous qui ne sommes pas passés par là, c'est encore plus compliqué de le résumer. Mais dans tous les cas, c'est 5 ans d'études. 5 ans. Ouais. Ça va être peut-être étiré sur 6 ans. On n'est pas encore sûr. On vient d'en parler au gouvernement. Donc voilà, ça va peut-être évoluer dans les années qui vont arriver. Et voilà, on a l'équivalence d'un Master 2 et on a une profession médicale. Ok, très bien. Et donc vous, actuellement, vous êtes en dernière année. Tout à donc fait. en juin, c'est la professionnalisation. C'est ça. Après, les études, elles sont professionnalisantes, c'est-à-dire que tout au long, on fait une alternance et de cours et de stages, dès le début de l'école des sages-femmes. Très bien. Dès la première année, c'est moitié-moitié ? Nous, du coup, notre première année après le bac, c'était la PACES. Ah oui. On a travaillé nos cours. Les concours, et tout à une fait. fois rentré dans le département de maïeutique, là, dès la première année, on fait des stages, oui. Ok. Ces stages, du coup, parce que vous parliez
Flore, des spécialisations qu'on peut faire, peut-être offre déjà une pré-spécialisation ou finalement pas tant que ça, et après vous pouvez exercer... On reste quand même sur des domaines qui sont, si je pourrais dire, classiques. En fait, à part sur des stages en cabinet de sage-femme libérale, en fait, où on peut voir leur spécialisation à elles. Mais en fait, nous, en tant qu'étudiants sage-femme, nos domaines prioritaires, c'est les suites de couches. Donc en fait, ce qu'on appelle suite de couches, c'est les mamans qui ont accouché. Et en fait, leur séjour en maternité pour au mieux les encadrer. Il y a la salle de naissance, bien sûr, avant. Les grossesses pathologiques. Et après, il y a des stages, du coup, en sage-femme libérale, en secteur de PMI, qui est la protection maternelle infantile. Et puis après, il y a des stages un petit peu plus spécialisés en échographie. Mais ces stages-là, ils sont plus petits et c'est plus de la découverte. Donc c'est pour nous faire toucher du doigt qu'il y a d'autres domaines et que si on veut y accéder, on peut derrière. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les sages-femmes libérales qu'on peut trouver, ne serait-ce que sur Nîmes, elles font pas toutes le même exercice. Il y en a certaines qui vont, comme dit Flore, pouvoir faire de l'échographie. Et d'autres qui ne pourront pas juste parce qu'elles n'ont pas le diplôme. Et à ce moment-là, on peut réorienter vers une collègue qui le fait. Ok, très bien. Pour les étudiants de notre université qui pourraient se dire ça a l'air très bien, mais je ne me sens pas forcément concernée, pourquoi est-ce qu'ils pourraient décider de venir vous rencontrer sur les stands ou ceux qui seront là au semestre prochain ou carrément d'aller... chercher une sage-femme ou un sage-femme à l'extérieur de l'université? C'est moi, si vous voulez. Je dirais qu'il y a deux choses différentes. Il y a être sur le stand et si on a une question qui nous passe par la tête, ça va permettre d'avoir une première approche. Mais nous, pour l'instant, on n'est pas diplômés, on n'a pas tous les recours qu'une vraie sage-femme en libéral déjà installée pourra avoir. Ne serait-ce qu'une question pour une contraception, nous, on peut conseiller, mais on ne peut pas prescrire, on ne pourra pas faire derrière. Mais par contre, une sage-femme en libéral, on peut aller la voir quand on est jeune, ne serait-ce que pour la première consultation en gynécologie. Il n'y a pas forcément besoin d'aller voir un gynécologue pour ça. Et je trouve que c'est quand même important de le souligner. Parce qu'une sage-femme, c'est en termes de disponibilité souvent plus accessible. Au niveau emploi du temps, il n'y a pas 6 mois d'attente pour avoir un rendez-vous. Ce qui est très pratique quand on est étudiant, il faut le dire. C'est vrai que les rendez-vous avec les gynécologues, c'est pas facile quand même. Donc là, c'est un rendez-vous qu'on a quand même beaucoup plus vite. Et pour un premier rendez-vous, c'est surtout basé sur de l'échange et de l'écoute. Ça veut dire que l'examen gynécologique, ça fait souvent peur aux jeunes, il n'est pas obligatoire. Donc c'est vraiment une première approche sur la sexualité, sur les pratiques, la contraception. Et si vraiment il y a besoin, s'il y a nécessité, à ce moment-là, on peut proposer et la personne peut toujours refuser. Effectivement, ça me semble important de pouvoir bien faire cette distinction et de se dire que du coup, vous êtes quand même beaucoup plus accessible que les autres professionnels qu'on a facilement plus identifiés du domaine, qui finalement, effectivement, ont des listes de patients beaucoup plus longues. Et c'est souvent moins onéreux aussi. Ça c'est important pour les étudiants aussi. Une sage-femme, c'est 25 €, comme le prix de cotisation d'un médecin généraliste, en général. Et c'est remboursé entièrement par la sécurité sociale. Effectivement, c'est aussi un argument intéressant. Temporalité, économie, connaissance. Après, il faut aller chez les sages-femmes. Exactement. C'est pour ça qu'on est là. Très bien. Alors, on a une petite question dans le chat qui, du coup, va nous faire revenir un tout petit peu en arrière par rapport à vos formations. Comme, du coup, avec vos stages, vous avez eu quand même un petit peu de différence. Vous êtes spécialisé ou vous vous spécialisez dans quel domaine? Je pense, on est vraiment, comme on a dit tout à l'heure, on a la même formation, on est prêt pour être sage-femme en général. Mais c'est vrai qu'on a nos mémoires et on travaille sur des choses différentes. Je sais que personnellement, j'ai travaillé sur les sutures et les risques infectieux. Donc, vous inquiétez pas, il y a très peu d'infections. Vous pouvez aller voir une sage-femme, il n'y aura pas d'infection. Et c'est vrai que derrière... Mais elle peut vous sauver face à une infection, ça c'est quand même important. Et derrière, une fois qu'on sera diplômé, chacun fera son petit trajet et choisira un peu sa spécialité. Je sais que pour ma part, je ferai de l'échographie sûrement. Et voilà. Très intéressant. Et du coup, moi, je suis très attirée par les pathologies gynécologiques, toutes les connaissances. Donc du coup, j'ai décidé de faire mon mémoire sur l'endométriose. Et après, pour mon futur métier, moi, pour l'instant, ça sera essentiellement de la salle de naissance et des grossesses pathologiques. Alors, du coup, je me permets juste parce qu'effectivement, la question de l'endométriose, c'est quelque chose qui
touche, je pense, une bonne partie de la population féminine, malheureusement. Une femme sur 10. Voilà, donc sûrement une bonne partie de nos étudiantes, que c'est très douloureux. On avait d'ailleurs fait une conférence là-dessus sur le vécu psychologique associé à l'endométriose il y a 2 ans au sein de l'université. Une étudiante atteinte d'endométriose avait témoigné de sa souffrance. Donc je pense que c'est une question qui intéresse beaucoup les étudiants. C'est notamment une question qui avait été posée également dans le chat. Mais du coup, il faudra revenir la semaine prochaine pour le second live des sages-femmes qui sera entièrement dédié à l'endométriose. Et du coup, si vous voulez bien, Maëlys, nous dire en quoi vous êtes spécialisée. Du coup, pour finir, moi, mon mémoire, je l'écris sur les conséquences d'une première naissance sur un couple, en fait. C'est un peu... Enfin, c'est compliqué dans la façon de le dire, on va dire, mais très sincèrement, c'est une fois qu'un couple a un premier enfant, qu'est-ce qu'il devient, lui, en tant que couple ? Dit comme ça, c'est beaucoup plus simple. On comprend bien que la dynamique du couple, avec l'arrivée d'un enfant, va changer. Exactement. Je m'interroge sur ce changement. C'est une question que je trouve personnellement très intéressante, m'intéressant beaucoup au sujet de la parentalité. Donc, vous me raconterez. Voilà. Et en termes de carrière, je pense commencer à l'hôpital pour faire de la salle de naissance, pareil. Et moi, je m'orienterai peut-être plus vers du libéral, justement, après. Très bien. Je pense qu'on a pu là déjà avoir différentes informations par rapport à votre métier. Si on essayait de se dire qu'on résume pour nos étudiants pourquoi c'est important d'aller voir un ou une sage-femme, quel message vous voudriez leur dire ? Allez voir une sage-femme parce que tout simplement c'est important. C'est un peu insoupçonné d'avoir des problèmes gynécologiques. Des fois on se dit c'est pas grand chose, ça passera. C'est un peu comme les maladies de manière générale, mais faut savoir que la santé c'est très important. Il faut vraiment prendre soin de son corps. Et je pense qu'une sage-femme, c'est très important pour tout ce qui est le suivi gynécologique, tout ce qui est conseil. On fait beaucoup de prévention et de dépistage. Et ça sert beaucoup aux femmes. Donc on prévient tout ce qui est apparition de tumeurs, préparation à la grossesse, à l'accouchement. Donc toutes les questions un peu qu'on se pose sur la sexualité, la gynécologie, et tout ce qu'il y a autour de ça, la sage-femme peut y répondre et que peut-être un médecin n'aura pas le temps de répondre ou un gynécologue n'aura pas le temps de répondre. Et il y a beaucoup de temps d'écoute aussi en tant que consultation gynécologique. C'est vrai qu'on consacre plus de temps à l'entrée dans la sexualité, qu'est-ce qui se passe autour de ça, des changements physiques et psychologiques des femmes. Et aussi ce que je tenais un petit peu à dire, on peut faire aussi du dépistage et de la prévention des maladies sexuellement transmissibles qu'on appelle IST. Donc on peut aussi faire des ordonnances pour en fait prescrire les prises de sang et les différents tests. Et on peut aussi s'occuper d'une contraception d'urgence si jamais un jour il y a un accident. N'hésitez pas à aller vous rendre chez une sage-femme. Et au-delà de la contraception d'urgence, il y a des sages-femmes aussi qui peuvent faire des IVG. Ça peut se faire en ville. Donc je pense que c'est quand même important à savoir. Si jamais ça peut vous arriver, comme à vous, comme à nous d'ailleurs, il faut savoir que sur vos bancs, au SSU du coup, service de santé universitaire. Service de santé universitaire justement, vous avez accès à une contraception d'urgence. Donc si jamais vous venez en cours, vous pouvez aller jusqu'au SSU pour la voir. Si jamais il n'y a personne, ne serait-ce que pour vous voir ou vous parler à ce moment-là, vous pourrez à ce moment-là vous tourner vers une sage-femme libérale. Mais ça sera quand même du coup le coût d'une consultation et de prendre un rendez-vous. Alors que vous avez accès à ça sur votre fac et c'est quand même génial d'avoir cet accès, il faut le souligner. Vous avez entendu, c'est génial. En tout cas, c'est un bon point. C'est un bon point. Oui. Nous avons un bon point. on prend. En tout cas, merci beaucoup de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. Ah non, il y avait une question suivante. Excusez-moi, je n'avais pas vu. Il faut y répondre alors. Fausse interruption. Que pensez-vous des demandes actuelles des sages-femmes en matière de rémunération et d'effectifs ? Alors, du coup, je vais modérer cette question. On peut tenter d'y répondre, mais ça ne sera pas complet. Voilà. Et ça sera notre avis personnel qui n'engagera que nous et peut-être pas, du coup, tout le reste de la profession aussi. Tout à fait. Voilà.
C'est vrai que du coup, ce que vous nous avez dit, c'était qu'il y a pas longtemps, il y a 2 jours, il y a une nouvelle annonce qui a été faite. Bon, c'est vrai que là, nous, notre sujet, c'est davantage de pouvoir communiquer au niveau des étudiants l'idée que les sages-femmes, c'est des professionnels du coup très accessibles qui, au niveau de tout ce qui est gynécologique, de manière large, le corps de la femme de manière plus large, peuvent y répondre. À moins qu'il y ait d'autres questions sur le chat, un grand merci. Personnellement, j'ai appris des choses, je suis contente. Et du coup, on vous dit à la semaine prochaine pour cette fois-ci une séance dédiée spécialement à l'endométriose. Avec grand plaisir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.